Ici Radio Paris. Nous venons d'apprendre qu'il y a 2 jours, le 14 octobre, le cuirassé britannique Royal Oak a été torpillé dans la base navale de Scapa-Flow par un sous-marin allemand. Le navire a sombré rapidement. Sur les 1200 marins à bord, seuls 378 ont survécu. Les recherches pour retrouver d'autres rescapés ont été abandonnées. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les Anglais, pourtant maîtres des mers depuis des siècles, peinent à contenir l'avancée des U-boats allemands dans l'Atlantique. Depuis des semaines, chaque bulletin radio raconte la même chose. Bateaux attaqués, convois coulés et des pertes sans fin. Le gouvernement britannique a déjà peur de manquer de provisions et de nourriture sur son île. Pour continuer sur des mauvaises nouvelles, la Pologne a capitulé le 6 octobre 1939, après la chute de sa capitale, Varsovie. Les soldats polonais se sont combattus avec un courage admirable, mais malheureusement, ils étaient seuls. Notre soutien fut timide, presque symbolique. Après sa victoire rapide sur la Pologne, Adolf Hitler a proposé la paix à la France et au Royaume-Uni, balayé d'un geste de la main par Daladier et Chamberlain. Pour une fois, nos gouvernements n'ont pas tremblé. Mais pourquoi cette offre? Est-ce un signe de faiblesse de l'Allemagne? Est-ce que l'armée allemande a tout donné en Pologne? Ou alors serait-ce une ruse pour mieux nous endormir et nous attaquer le moment opportun? Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, nous restons en guerre. Et comme rien ne bouge sur notre front, beaucoup disent déjà qu'on passera Noël dans la ligne Maginot. Ici Radio Paris. Nous ouvrons ce soir avec un bulletin spécial qui fait grand bruit depuis plusieurs jours. Effectivement, depuis le 4 octobre, Maurice Thorez, député communiste et secrétaire général du Parti communiste français, a déserté son régiment. D'après les dires, il se serait réfugié en Union soviétique. Dans un moment où tant de jeunes Français servent fidèlement sous les drapeaux, ce geste ne peut être vu que comme une trahison. À l'étranger, c'est du côté du nord de l'Europe que l'inquiétude grandit. L'Union soviétique a exigé de la Finlande la cession de territoire et l'installation de bases militaires. Helsinki a refusé. Le ton monte entre Moscou et Helsinki, et certains redoutent déjà une guerre imminente. Et voilà, les soviétiques sortent du bois. Après avoir avalé la moitié de la Pologne dans le fameux pacte Molotov-Ribbentrop, les voilà prêts à prendre la Finlande, comme si la Baltique leur appartenait. Pendant ce temps, les Anglais débarquent peu à peu dans le nord de la France. Uniforme impeccable, bottes cirées, flegme à toute épreuve. Georges des fois s'en amuse. On verra bien si ces rosebifs tiendront leur ligne, ou s'ils fileront à la première escarmouche. Moi, j'espère qu'ils tiendront. On aura besoin d'eux le moment venu. Depuis un mois, tout le monde parle d'attente, que ce soit les civils ou les soldats. Mais en vérité, dans l'ombre, on se prépare. La guerre d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la guerre qu'ont connue nos pères en 1914. Et les officiers nous le répètent souvent. Cette fois, c'est la guerre des moteurs, pas celle des chevaux. Les routes françaises sont pleines de camions, d'artillerie motorisée, de chars flambant neufs qu'on entretient plus qu'on ne manœuvre. La fierté française, c'est le fameux char B1-10, une bête d'acier de plus de 30 tonnes, presque invincible en duel. Effectivement, à l'heure actuelle, aucun char allemand ne peut rivaliser avec un B1-10. Le seul problème, c'est qu'il boit du carburant comme un ogre et avance pas plus vite qu'un vélo sur un terrain boueux. Alors actuellement, on les garde en réserve bien à l'abri. Ils sont trop précieux et viendront au moment opportun. Ici Radio Paris. Dans les airs, l'armée de l'air française se modernise. Les nouveaux chasseurs Morane-Saulnier 406 et de Voitine 520 doivent rivaliser avec les Messerschmitt allemands. Sur mer, les sous-marins allemands multiplient les attaques contre les convois alliés. La guerre devient donc totale. Le ciel, la mer et la terre en sont désormais les champs de bataille. Ici, derrière la ligne Maginot, rien ne bouge. Le temps est gris, la pluie s'infiltre partout, nos capotes sont lourdes, trempées, l'humidité nous colle à la peau et les nuits de garde sont interminables. Nos journées ici se ressemblent. Cartes, lettres, entretien du matériel. Et Morel nous répète souvent. On mourra pas des balboches, mais d'ennui ou de rhumatisme.
Début septembre, on a pourtant franchi la frontière allemande. L'offensive de la Sarre, qui disait dans les journaux. En réalité, c'est plutôt une avancée prudente, voire timide, de quelques kilomètres. On a occupé quelques villages, hissé des drapeaux français, histoire de faire des belles photos pour les médias, mais malheureusement, il n'y avait personne en face. Les Allemands, eux, avaient déjà évacué la zone. Ils se sont repliés derrière la ligne Siegfried. C'est une réplique toute simple de la ligne Maginot. Quelques jours plus tard, l'ordre de repli est annoncé par le haut commandement français. Retour à la case départ dans la ligne Maginot. L'offensive n'a finalement duré que 2 semaines. Retour à l'attente et aux nuits interminables. Maintenant, le haut commandement préfère attendre que les Allemands attaquent en premier. Maintenant, il reste à savoir quand et où.